L'essor des sciences humaines a lieu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est dans cette période que sont publiés tous les grands classiques des sciences humaines. Et la question de la religion n'y échappe pas et fait l'objet d'études bien connues en sociologie de la part de Durkheim par exemple, ou encore en psychologie de la part de Freud notamment. Face à ces deux monstres sacrés, on tend à oublier parfois William James, qui est un penseur de la philosophie et de la psychologie religieuse tout à fait original. Dans cette émission, j'aimerais vous parler de son livre « Les variétés de l'expérience religieuse » qui a été publié en 1902, et notamment de sa première conférence reprise dans son livre qui s'intitule « Névrose et religion » qui cherche à définir l'objet de la psychologie de la religion. Alors quel est l'objet de la psychologie de la religion? Eh bien contrairement à la sociologie, la psychologie ne s'intéresse pas aux institutions religieuses. Il n'est pas question d'église. Elle s'intéresse plutôt au fait de conscience des individus. Mais ça n'est pas encore suffisamment précis. Parce qu'il ne s'agit pas des croyances ou des pratiques religieuses qu'un individu peut suivre par tradition et qui ne sont d'une certaine manière qu'une dégradation de la véritable vie religieuse. La véritable vie religieuse consiste plutôt dans la conversion, dans le sentiment et dans l'expérience mystique. C'est cela qu'étudie la psychologie de la religion. En étudiant les hommes religieux, la psychologie va forcément constater que beaucoup d'entre eux sont plus ou moins névrosés. Celui qui vit intensément la religion tend à être un peu excentrique aux yeux du commun des mortels. Et on peut parler de ces hommes comme étant des génies dans l'ordre religieux. Comme les autres génies, sinon davantage que les autres, ils sont anormaux sur le plan psychologique. Ils sont plus sensibles que la moyenne. Ils ont une vie intérieure plus complexe, plus troublée. Ils sont plus exaltés, ils sont plus persévérants, mais ils tombent aussi parfois en extase. Ils ont des visions, ils entendent des voix. Tous ces symptômes sont généralement classifiés comme étant pathologiques. En disant cela, William James précise bien qu'il ne juge pas négativement la conscience religieuse. Il décrit simplement des faits, mais cela ne dit rien de leur valeur. Factuellement, on constate que les consciences les plus religieuses ont des aspects pathologiques, le psychologue cherche à expliquer l'origine de ces phénomènes, mais cela ne dit rien de leur valeur. William James a parfaitement conscience du fait qu'on psychiatrise parfois des opinions pour les décrédibiliser. Et dans la psychologie de la religion, certains sont tentés d'expliquer la religion comme étant dérivée de pulsions sexuelles afin de la décrédibiliser. Mais s'il y a bien des analogies possibles, par exemple dans l'idée d'union mystique, globalement le contenu de la conscience religieuse n'a rien de sexuel. Il lui est même parfois carrément antagoniste. Les partisans de la théorie sexuelle peuvent dire que ce n'est pas dans le contenu de la conscience qu'il faut chercher, qu'il faut considérer, mais c'est plutôt la chimie, c'est plutôt les hormones sexuelles. Sauf qu'en disant cela, on n'apprend rien sur le phénomène religieux en tant que tel. La vie religieuse pourrait dépendre de la rate, du pancréas, des reins. On ne saurait rien de plus sur la vie religieuse en tant que telle. Tout au plus, cela confirmerait le fait que la conscience dépend de l'organisme, ce que nous savons déjà. Mais dans la mesure où justement tous nos états mentaux dépendent de l'organisme, il serait absurde de décrédibiliser certaines opinions en leur trouvant une cause organique. On peut bien trouver une cause organique aux expériences mystiques. Il y en a forcément une également à l'esprit scientifique ou encore à l'athéisme. Décrédibiliser une opinion parce qu'elle a une origine organique, c'est donc tout à fait absurde, puisque toute conscience a forcément une cause organique. Si ce n'est pas sur la base de son origine, à partir de quoi jugeons-nous un état mental? Alors William James propose une réponse courte, on ne juge pas une idée à son origine, mais à ses fruits. Plus précisément, nous utilisons 3 critères, le bonheur, la cohérence et l'utilité. Alors ces critères ne sont pas sans difficulté, ils ne vont pas forcément de pair, ils peuvent se contredire, il faut parfois faire des choix qui dépendent du caractère de chacun. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde n'évalue pas forcément les idées de la même manière. Mais même s'ils sont imparfaits, ces critères nous disent déjà plus qu'un critère purement médical. Le génie par exemple est souvent attribué à une origine pathologique, et pourtant personne ne le déprécie. On ne réfute pas non plus un scientifique ou un inventeur en disant qu'il est névrosé, et il n'y a donc aucune raison qu'il n'en soit pas de même concernant la religion. D'ailleurs, un religieux aurait beau être psychologiquement parfaitement sain, ses théories ne seraient pas mieux admises pour autant. Peu importe sa santé mentale, ce qui compte finalement c'est d'avoir une théologie qui soit satisfaisante. Au fond, le matérialisme médical est tout à fait semblable au dogmatisme religieux. Le dogmatisme religieux estimait une idée selon son origine. Alors ça pouvait être l'intuition, le pape, une révélation, une expérience mystique ou quoi que ce soit encore. Le matérialisme médical, lui, insiste aussi sur une origine, l'origine organique, et il fait de même en sens contraire. Il dit que parce qu'il y a une origine organique, cela est faux.
Mais le fait est qu'il vaut mieux regarder les résultats. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et face à l'échec du dogmatisme religieux pour déterminer avec certitude un critère de vérité religieuse selon son origine, eh bien les religieux eux-mêmes ont fini par adopter le critère des conséquences. Comment différencier ce qui vient de Dieu ou du diable? Eh bien ce qui détourne du péché et qui conduit sur le chemin de la sainteté, voilà ce qui vient de Dieu. Le psychologue néanmoins ne doit pas s'arrêter aux résultats pour apprécier un phénomène religieux. Son étude porte précisément sur les causes de la vie religieuse, dont les cas pathologiques. Les cas pathologiques permettent de mieux mesurer l'importance d'un phénomène, d'observer ses déformations et ses exagérations pour mieux discerner ses formes de corruption. Les pathologies permettent de mieux comprendre les états normaux, de même que les hallucinations et les illusions nous renseignent sur le fonctionnement normal de la perception. Nous comprenons mieux de fait les génies depuis qu'ils sont classifiés comme des anomalies psychologiques. Pour être exceptionnels, les génies, dont notamment les génies religieux, doivent associer un tempérament névropathique à une intelligence supérieure. C'est cette association qui les rend exceptionnels, qui les rend plus sensibles, plus visionnaires et plus appliqués, ce dont l'épais bourgeois déclaré mentalement sain, comme le qualifiait William James, n'est pas capable. Il n'y a rien d'étonnant à vrai dire à ce que beaucoup de phénomènes religieux aient une origine pathologique. Alors d'une part parce que nous souffrons tous de quelque infirmité, et puis d'autre part parce que s'il existait une réalité supérieure, il lui serait bien plus efficace d'utiliser ces personnalités névropathiques. Et donc, l'étude de ces cas est tout à fait légitime en psychologie de la religion. Cette conférence de William James est donc tout à fait originale et intéressante. Alors d'une part parce qu'elle regarde le fait religieux en face en constatant le caractère pathologique de certains phénomènes religieux, mais dans le même temps, elle fait la part des choses en ne confondant pas les faits et les valeurs. On ne peut pas discréditer les phénomènes religieux en pointant les névroses ou autres causes médicales, sauf à commettre ce que les logiciens appellent justement un sophisme génétique, c'est-à-dire conclure qu'une idée est vraie ou fausse en fonction de son origine, alors que son origine ne détermine en rien, bien entendu, sa valeur de vérité. Si vous êtes un névropathe à l'intelligence supérieure, j'espère que cette émission vous a paru satisfaisante. Sinon, j'essaierai de mieux faire la prochaine fois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'encourager. Si en revanche vous êtes plutôt un épais bourgeois au système nerveux sain mais aux intérêts prosaïques, cette chaîne peut avoir des vertus thérapeutiques pour vous sortir de votre navrante et débile normalité. Dans ce cas de figure, abonnez-vous, c'est pour votre bien. Dans tous les cas, likez et abonnez-vous car on ne peut en tirer que du bien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.